Merci beaucoup de nous rejoindre à nouveau cet après-midi avec un léger retard. Donc, on a décalé d'environ 15 minutes toutes les heures que vous trouvez dans le programme pour que chaque intervenant ait le même temps initialement à partir, mais pas plus. Alors, c'est un grand plaisir donc, de poursuivre cette journée avec à mes côtés Marie-Laure Alain-Bonina, Ahmad Nassar et Kader Attia qui nous rejoindra de Berlin afin de nous pencher sur les créations contemporaines et notamment la façon dont elles dialoguent avec les collections et la façon dont elles permettent d'ouvrir de nouvelles perspectives. Alors, seront évoquées également l'instrumentalisation parfois des expositions qui cachent, comme nous savons parfois, un processus beaucoup plus difficile à amorcer ou à mettre en œuvre dans les musées, ainsi que des projets qui se développent en dehors, voire même à rebours des sentiers battus des musées et qui permettent de repenser le rapport entre art et société. Quelles sont les leçons pour les musées est une question que nous nous poserons, entre autres. Alors, s'exprimera d'abord Marie-Laure Alain-Bonina. Je vais faire un petit peu pareil que Zaya, c'est-à-dire que je vais introduire très rapidement chaque intervenant avant sa présentation, plutôt que de les présenter tous les trois en même temps. Marie-Laure Alain-Bonina est formée en études curatoriales et spécialisée en histoire des expositions. Elle est docteure en histoire de l'art contemporain de l'Université de Rennes 2. Pour sa thèse, elle a travaillé sur les usages des théories postcoloniales dans les pratiques curatoriales de l'art contemporain des années 1980 à 2015. Ses recherches actuelles portent sur les stratégies mises en place pour décoloniser les pratiques institutionnelles. Elle a publié sur ces questions dans nombre de publications, je ne vais pas toutes les nommer. Elle a notamment coédité Constellations subjectives pour une histoire féministe de l'art avec Émilie Blanc, Johanna Renard et Elvan Zabunian, un recueil de travaux inédits d'approches théoriques et artistiques féministes, queer et décoloniales en art contemporain, qui regroupe des traductions d'autrices peu accessibles en français, telles, et je les nomme parce que ça peut sembler évident pour nos intervenants internationaux, Griselda Pollock, Katie Deepwell, Maria Galindo, du collectif Mujeres Creando, ou encore Maria Dalida Benfield ou le groupe Diasporas Criticas. Tout ça pour dire que la question de la traduction et du multilinguisme, que nous n'avons pas encore abordé, mais que tu aborderas peut-être, sans doute, est très importante pour nous aujourd'hui. Après avoir enseigné à l'Université Rennes 2, notamment au sein du master métiers et arts de l'exposition et à l'Université de Bâle, elle a rejoint le département des arts visuels de la HED de Genève. Cette année, parmi ces différents projets, je mentionne un travail important de recherche effectué aussi avec des étudiants autour de la Documenta 15, donc la Documenta qui se tient évidemment actuellement à Kassel. En ce moment, elle travaille entre autres à l'élaboration d'un futur projet de recherche autour des héritages de la conférence de Bandung dans les échanges et collaborations transnationales au sein des mondes de l'art des Suds globaux. Merci beaucoup, Marie-Laure, d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Devika, pour cette longue biographie. Je suis très contente d'être là. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci, Devika. Merci, Zaya. Merci pour votre confiance. Et je suis contente d'être aussi dans cet auditorium refait, parce que moi, j'ai travaillé à l'INHA entre 2005 et 2008, donc ce n'était pas du tout cette configuration. Et voilà, je trouve superbe. Donc c'est un plaisir aussi de pouvoir parler d'ici. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, c'est un peu un travail en débroussaillage, je vais vous parler de la situation en Suisse, qui est une situation un peu particulière, en tout cas dont on n'a pas forcément trop connaissance, où on n'entend pas forcément trop parler. Juste un petit spoiler alerte, il n'y aura pas de photo de marmotte, malgré ce qu'annonce le titre. Donc, chute, les marmottes hibernent. Les musées d'art moderne et contemporain suisse et le tournant décolonial. Comme on l'a vu, les musées sont des interfaces sociales où la production de savoir se matérialise et où les pratiques matérielles se traduisent aussi en connaissances. Et donc les musées sont aussi des baromètres un peu de la façon dont ces questions de société sont aussi adressées, sont prises en compte. Et donc comment ce fameux tournant décolonial, donc on en a un petit peu entendu parler ce matin, mais ce tournant décolonial, comme l'a un peu défini Ramon Grossvogel en 2007, qui est un moment donc plutôt dans le milieu universitaire, et comment il a finalement atteint les mondes de l'art contemporain, disons, on peut dire, à partir des années 2010, et qui a gagné vraiment en force aussi avec le mouvement des Black Lives Matter. Moi, j'ai envie un petit peu de situer ce moment aussi avec la publication
d'un manifeste qui s'appelle The Decolonial Aesthetics Manifesto, qui a été publié en 2011 par un groupe d'artistes, d'activistes, de théoriciens, de philosophes et de commissaires d'exposition qui se sont réunis sous l'ombrelle de ce qu'on appelle le Transnational Decolonial Institute et qui, à mon avis, marque un peu comme ça le début d'un changement de paradigme, à la fois dans la recherche, mais aussi pour les institutions. Mais donc, revenons à nos marmottes. Donc, en Suisse, la Suisse, ses montagnes, ses lacs, son secret bancaire, sa neutralité diplomatique, Roger Federer, la fondue en toute saison, les vaches, le fromage, l'horlogerie, la ponctualité, le chocolat suisse, la propreté. Voilà un petit peu l'image qu'on a de la Suisse quand on la voit un peu de l'extérieur. Quand on y est à l'intérieur, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont quand même un petit peu plus obscures. On se rend compte que finalement le droit de vote pour les femmes n'a été acquis qu'en 1971 au niveau fédéral. Le dernier canton à d'ailleurs avoir appliqué le droit de vote pour les femmes, c'était en 1991, et c'était le canton d'Appenzell. Donc, de là où vous avez l'image, c'est une image d'une campagne de publicité pour le fromage Appenzeller, qui donc présente ces trois hommes d'un certain âge en costume traditionnel qui font chut, qui ne veulent pas révéler le secret de ce fromage, de comment on fabrique ce fromage tellement bon. Et qui en dit un peu long aussi. Bon, voilà, c'est un peu une analogie, mais qui me faisait sourire. Le mariage pour tous a été adopté en septembre 2021. Les premiers mariages ont lieu en ce moment. La même année, donc en 2021, une initiative aussi anti-burqa a été votée par une votation donc, cantonale, où donc le voile intégral a été interdit d'être porté en Suisse, alors que ça concerne seules quelques dizaines de femmes dans toute la Suisse. Elle ne constitue donc une infime minorité de quelques 400 000 musulmans et musulmanes en Suisse. Récemment, on a aussi toute une polémique autour d'une votation qui s'appelle Frontex, où en fait la Suisse veut participer à l'élargissement de le contrôle des frontières extérieures de l'Europe, ce qui pose évidemment un certain nombre aussi, voilà, il y a un certain nombre d'oppositions, parce qu'en plus, ça a un certain coût, bien sûr, donc ça passerait, on est à 24 millions de francs à 61 millions en 2027. Donc c'est un référendum qui a été lancé contre ce projet, avec un certain nombre d'opposants à ce projet de Frontex, qui pense que la Suisse se rendrait donc co-responsable de violations des droits de l'homme. Et ça pose vraiment un problème, parce que si le peuple rejette ce projet, la Suisse risque d'être exclue des accords de Schengen. La Suisse est aussi des scandales financiers très fréquents. Donc le dernier en date avec Crédit Suisse et des affaires, l'affaire des tuna bounce au Mozambique, avec des prêts qui avaient été accordés avec de l'argent pas très clair. Comme le disait aussi ce matin Éric de Chassey, en rappelant le rôle aussi de l'argent privé et des grandes compagnies, je ne peux pas ne pas parler aussi de cette grande compagnie qui s'appelle Glencore, qui est une entreprise d'extraction minière et de négoce des matières premières, dont le siège, enfin qui est anglo-suisse, mais dont le siège est en Suisse, qui vient d'être condamnée à 1,5 milliard de dollars pour corruption des marchés, donc pour de l'extraction minière et des négoces de matières premières, et ce qui renvoie du coup quand même assez explicitement aussi à cette question, bien sûr, du colonialisme et de la colonisation, dans laquelle la Suisse prétend ne rien avoir eu à faire. Donc on le sait, le chocolat, les fèves de cacao ne poussent pas dans les montagnes. Donc en Suisse, il y a vraiment cette idée de la Suisse n'est pas concernée, et on était... il y a donc un certain nombre de chercheurs qui aussi essayent de montrer que si justement on est quand même concerné, parce que c'était effectivement une forme de colonialisme, mais sans colonie. Et je voudrais mentionner ici les travaux d'une philosophe féministe qui enseigne à l'université de Berne et qui s'appelle Patricia Purchert, dont là vous avez 3 ouvrages à l'écran, et qui fait un travail assez remarquable autour de ces questions-là, pour visibiliser en fait la question coloniale, de l'implication coloniale de la Suisse, mais aussi en faisant des lectures
notamment par exemple intersectionnelle, comme on le voit là avec l'ouvrage publié en 2019, Kolonialität und Geschlecht im 20. Jahrhundert, donc la colonialité et le genre au XXe siècle, une histoire de la Suisse blanche, et donc qui prétend que maintenant, voilà, c'est un peu, faut en finir avec cette idée de soi-disant non-implication de la Suisse dans l'entreprise coloniale européenne. Et depuis quelque temps, donc, il y a vraiment des questions postcoloniales qui sont discutées de nouvelles manières dans les recherches sur la Suisse. Comment les acteurs suisses ont-ils participé donc, à la traite négrière transatlantique et au commerce colonial? Comment les universitaires et les institutions suisses ont participé à la recherche raciale? Comment les points de vue coloniaux ont-ils été normalisés en Suisse et comment un racisme quotidien global a-t-il pu se cristalliser? Comment des éléments centraux de l'identité suisse tels que la neutralité, l'humanitarisme, la démocratie, le libéralisme ou le multiculturalisme s'appuient sur des perspectives et des pratiques coloniales? Et comment la situation coloniale de la Suisse a-t-elle été traduite en une condition postcoloniale qui détermine en grande partie notre présent? Ce qui est vraiment nouveau dans ces recherches, ce n'est pas que c'est des voix critiques qui vont s'élever contre l'idée répandue que la Suisse n'a rien à voir avec le colonialisme et que le racisme est un problème des autres. Il y a eu et il y a toujours une résistance contre les formations postcoloniales en Suisse, et une tâche importante donc de cette recherche décoloniale consiste à mettre à jour ce savoir enfoui ou insuffisamment transmis. Et donc ce que propose Patricia Purchert, et je la cite, c'est que le récit décolonial suit ainsi l'idée que les histoires refoulées et oubliées ne peuvent pas être simplement ajoutées par addition à l'histoire existante. Il s'agit plutôt de redécouvrir collectivement comment la communauté nationale dans laquelle nous vivons s'est formée et comment nous voulons et pouvons continuer à vivre en son sein. Alors, ce qui est intéressant, donc, ce que je disais, c'est que la Suisse, la Confédération helvétique, comme on dit, a soutenu n'avoir jamais participé à l'entreprise esclavagiste et coloniale lors d'une conférence de l'ONU à Durban en 2001. Mais finalement, les collections muséales et les archives laissent deviner une toute autre histoire. Les institutions culturelles suisses conservent en effet des nombreuses collections du XVIIIe siècle qui ont été rapportées par des Suisses qui étaient soit engagés auprès d'États voisins dans les armées ou les corps diplomatiques, ou personnellement impliqués dans le commerce et l'exploitation de minerais ou de matières premières, par exemple au Suriname, en Chine ou dans la Caraïbe. Mais comment on peut qualifier ces collections? Selon la chronologie qui est habituellement établie, les collections coloniales seraient une construction plus tardive datant des 19e et des 20e siècles. Par conséquent, l'emploi du terme colonial serait un petit peu anachronique pour le 18e. Mais en réalité, les collections du XVIIIe montrent que le mot colonie a été employé pour cette période. Et par conséquent, le terme de collection coloniale n'est plus anachronique pour l'époque moderne en ce qui concerne les collections suisses. Et ça, c'est le postulat, en fait, de cette exposition dont vous avez le catalogue à l'écran ici, exposition qui s'intitulait « Une Suisse exotique », point d'interrogation, une histoire globale au siècle des Lumières, qui a eu lieu au Palais Rumine de Lausanne en 2020, et qui est issu en fait d'un projet de recherche qui a été financé notamment par le Fonds national suisse de la recherche. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça montre que les cabinets suisses sont différents en fait des autres cabinets en Europe en raison du contexte politique qui est propre à la Suisse. En effet, la Suisse est depuis le XIIIe siècle une confédération et n'est pas une monarchie comme la France ou un Saint-Empire comme l'Allemagne. Par conséquent, la Suisse n'a pas de collection royale ou de cabinet princier. Les propriétaires sont les académies protestantes, les bibliothèques des villes ou des particuliers, qui sont des juristes, des herboristes, des médecins, des professeurs, et qui participent à la production du savoir établi au siècle des Lumières. Et en revanche, les collections qui sont issues des cabinets suisses proviennent, comme celles des autres cabinets européens, de collectes qui sont réalisées dans le cadre d'expéditions nationales ou de voyages d'exploration dont les objectifs n'étaient pas uniquement scientifiques, mais également économiques et coloniaux. Il y a aussi beaucoup de missionnaires qui étaient partis dans ce qu'on peut appeler aussi les Outre-mer. Et par conséquent, les savants suisses participent donc également à la construction en fait, d'un savoir colonial.
Et donc, ce qui est montré dans cette exposition, c'est un certain nombre d'artefacts comme ça pour retracer cette histoire coloniale de la Suisse qui est finalement vraiment méconnue. Donc, il y avait exposé, par exemple, un gymnote qui est un poisson d'eau douce qui pouvait générer de l'électricité, qui a été collecté au XVIIIe par un Genevois qui était parti au Suriname pour diriger une plantation dont il a hérité dans les années 1750 et qui a ensuite été donné à la bibliothèque de l'Académie de Genève. Et cette présence d'artefacts provenant du Suriname dans les collections suisses permet de mettre en lien en fait, la présence des Suisses au Suriname, mais également l'attachement aussi des Suisses avec leur pays d'origine, puisqu'ils envoyaient comme ça un certain nombre d'artefacts pour rester en contact aussi avec leurs familles et leurs amis. Et c'est ainsi que des réseaux de collecteurs, de collectionneurs sont aussi constitués tout au long du XVIIIe, qui vont permettre d'alimenter comme ça les réseaux suisses et plus largement européens. Un autre exemple que je voudrais vite citer, c'est le cas aussi d'une étude de dessin de New Bern, qui est une ville en fait qui est en Caroline du Nord et qui montre que la Suisse est donc inscrite dans un réseau international de colonisation en fondant une colonie suisse. Donc finalement, de dire la Suisse n'a pas de colonie, ce n'est pas exactement vrai, puisque c'était sous contrat avec la couronne britannique. Et la présence donc, de ce vocabulaire spécifique dans les manuscrits du XVIIIe montre que la participation de la Suisse au colonialisme n'est pas un biais contemporain, mais une vraie réalité historique. Donc il y a une vraie importance de cette exposition. Je la mentionne parce que c'est un peu la seule, en fait, qui a eu lieu sur le sujet. Donc comment ces questions aussi, moi ce que je me suis demandé, puisque la période moi qui m'intéresse, c'est la période plutôt très contemporaine, c'est comment ces questions aussi se sont adressées dans le contexte des musées d'art moderne et contemporain. Donc j'ai fait une petite recherche, enfin petite, assez grande quand même, sur tous les musées d'art moderne et contemporain de Suisse pour voir un petit peu qu'est-ce qui s'était produit en termes d'exposition, qu'est-ce qui se produit aussi en termes de collection, qu'est-ce que renferment les collections. Et quand on regarde vraiment les 20 dernières années, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de... Enfin, c'est pas même pas vraiment, il n'y a pas, il faut mieux être direct, il n'y a pas de remaniement d'accrochage, par exemple, comme on a pu le voir au Centre Pompidou avec Modernité plurielle. Il n'y a pas d'exposition collective portant sur ces questions, pas de prise de risque, en clair. Et le point d'entrée, ce qui est assez intéressant, c'est de s'apercevoir qu'il y a par contre des expositions monographiques qui semblent être un petit peu l'entrée pour amener comme ça des artistes non européens ou issus de l'immigration, en tout cas dans les musées suisses. Et donc là, ce que je me suis aperçue en faisant cette recherche, c'est qu'il y avait ce que donc là vous avez à l'image qui s'appelle le Röstigraben, qu'on pourrait traduire par une espèce de frontière du Rösti ou le fossé du Rösti. Donc oui, j'ai trouvé une image d'un Rösti en forme de carte de la Suisse. Mais je vous l'ai mise à côté parce que c'est plus simple. On voit aussi avec les noms des villes un petit peu où elles se situent. Cette limite, donc qui est une limite évidemment, qui est une limite linguistique entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. Une limite linguistique, mais finalement une limite aussi un petit peu qui serait culturelle, qui est évidemment fictionnelle, fictive, mais dont on entend régulièrement parler et qui est vraiment liée aussi surtout à la mentalité politique en fait, à la mentalité politique lors des votations. Et c'est un terme qui a été forgé juste après la Première Guerre mondiale, ou pendant, je ne sais plus si c'était juste après ou pendant la Première Guerre mondiale, parce qu'il y avait donc ceux qui avaient pris parti pour les Français et ceux qui avaient pris parti pour les Allemands, je vous laisse deviner qui. Mais donc du coup, ça avait créé, voilà, il se disait le Röstigraben, et c'est une expression qui est restée. Et mine de rien, on s'aperçoit que c'est vraiment aussi le cas dans les expositions et dans les musées de ce que j'ai pu voir. Il y a vraiment une vraie différence entre ce qui se passe dans le contexte de la Romandie et dans le contexte de la Suisse. Ah, j'ai encore 5 minutes, donc j'ai que 5 minutes, je ne peux pas faire 25 minutes ? Ok, super. Pas plus, non, je ne fais pas plus de 25, promis. Donc je vais aller beaucoup plus vite que ce que je voulais. Mais ce que je voulais dire, c'est que je pense que pardon, j'ai perdu le fil du coup, cette différence de traitement aussi de la question coloniale, elle est aussi certainement liée au fait que
ce que je vous ai montré avec les ouvrages de Patricia Purchert sont des ouvrages, comme vous avez peut-être pu le remarquer, qui sont écrits en allemand et qui sont, ou en anglais, et qui ne sont pas traduits en français. Ce qui est quand même complètement fou quand on pense que la Suisse est un pays où on est censé parler plusieurs langues. La réalité, c'est que quand on va du côté de la Romandie, les gens ne parlent pas l'allemand. Et quand on va du côté, du côté alémanique, les gens parlent très peu le français. Donc ça, c'est une vraie réalité qui fait que peut-être ça c'est lié. Donc comme il me reste, je vais essayer de mettre à profit au maximum les 10 minutes qui me restent. Je voudrais vous présenter donc un petit peu, je ne peux pas parler de tous les musées bien sûr, mais je voulais passer en partant du sud, en partant de Genève pour aller jusqu'à Zurich, pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qui a été présenté comme exposition dernièrement dans ces contextes-là. Donc une exposition très prometteuse et très belle de Rachida Arin, une rétrospective en 2018 qui a été présentée au MAMCO à Genève, qui avait d'abord été présentée au Van Haben Museum. Donc c'est important de le préciser parce que ce n'est pas une initiative uniquement du MAMCO, c'est une initiative du Van Haben Museum aux Pays-Bas et qui a donc voyagé au MAMCO, qui ensuite était à Moscou, etc. Et donc c'est une exposition qui était, comme je dis, prometteuse. Et quand on lit le communiqué de presse, que je vous mets ici, que je vais lire avec vous, on imagine qu'il va se passer des choses ensuite au MAMCO. Donc je lis. Pour autant, l'impératif de la globalisation d'intégrer la différence ne suffit pas à résoudre les problèmes d'une idéologie dominante. Ce qui est en jeu, du point de vue d'un musée tel que le MAMCO, c'est bien plutôt de mesurer comment la prise en compte de ces différences modifie notre compréhension des formes et des pratiques que nous conservons. C'est sur notre conception de l'historiographie récente, du découpage de ces périodes, tout autant que des contours esthétiques appliqués au mouvement artistique considéré, que ces réflexions doivent porter. Bref, est-il possible pour le musée de construire d'autres outils conceptuels, d'autres catégories esthétiques, d'autres récits du temps court que nous envisageons en exposant ces artistes, c'est-à-dire en exposant ces formes? Donc là, on se dit, il va y avoir peut-être un réaccrochage, il va peut-être se passer des choses. Je lève le voile tout de suite. Non, il ne s'est rien passé depuis au MAMCO. La même année, en 2018, il y avait une exposition de la collection de la Sharjah Art Foundation, donc de la collection Sharjah Art Foundation. La même année, en 2018, il y avait aussi une exposition de Adrian Piper, très petite, mais une petite exposition d'une pièce de Mythic Being. Et il y avait aussi une exposition de Maitu Pere, qui est une artiste genevoise d'origine à moitié vietnamienne. Mais depuis, on a eu en 2019 une exposition de Ken Lum, qui est un photographe canadien d'origine chinoise, et en 2022 de Geraldo de Barros, qui est un artiste pionnier de l'art concret brésilien. Mais autrement, donc voilà, encore toujours le point d'entrée, c'est toujours des monographies et pas du tout de remaniement ou quoi que ce soit de l'accrochage de la collection permanente. En termes de la collection, là aussi, c'est intéressant de voir que la collection du MAMCO compte à peu près plus de 6000 œuvres de la deuxième moitié du XXe et du début du XXIe, et qu'on se retrouve avec à peine une dizaine d'artistes issus de l'immigration ou non européens qui sont inclus là-dedans. En revanche, ce qui est assez intéressant, et je vais très très vite là-dessus, mais j'ai regardé un peu l'historique aussi des expositions qui se sont produites, et on voit qu'en 96 et en 97 au MAMCO, il y a eu des expositions, une exposition de Bodis Isek Kingeles, une exposition de Chéri Samba, en 2006 aussi une exposition de Frédéric Brully-Boisbré. Donc il y a eu des moments comme ça, une exposition aussi en 2016 de René Green, mais ce n'est pas des choses qui ensuite sont réellement suivies, et les artistes n'intègrent pas nécessairement non plus la collection. Rapidement aussi, ensuite le musée cantonal des beaux-arts de Lausanne, qui a consacré une exposition en 2015 à Kaderatia, qui là aussi, le musée de Lausanne s'est mis un peu dans une politique de faire comme ça, de combler des lacunes et d'inviter des artistes pour leur faire une première grosse exposition ou rétrospective en Suisse. Donc ça a été le cas avec l'exposition de Kaderatia. Ça a été aussi le cas avec une exposition
de Nalini Malani, l'artiste indienne, de Renée Green aussi. Et à venir, je note en septembre une exposition de Lubaina Imid, aussi, en tout cas pour ma part, très attendue. Et là aussi, on a une collection de plus de 10 000 œuvres avec, là pour le coup, on peut les compter sur les doigts de la main, avec 5 artistes qui sont issus de l'immigration ou qui sont extra-européens. Donc c'est assez incroyable quand on regarde ça. Le Kunstmuseum Basel, qui donc là aussi a une collection qui est la première collection publique qui comprend plus de 300 000 œuvres issues du 8e siècle de création, de 8 siècles de création du Moyen-Âge tardif jusqu'à l'époque contemporaine, et qui donc est la plus ancienne collection d'art public du monde. Là aussi, il y a une politique d'exposition monographique depuis quelques années. Donc, on a des expositions de William Kentridge, exposition de C. Arthur Gates, exposition dernièrement de Kara Walker. Et là aussi, les œuvres, par contre, des œuvres rentrent ensuite dans la collection. Et c'est intéressant de voir notamment que cet artiste, par exemple, oui, là je sais que je dois finir 2 minutes. Cette œuvre, notamment, je voulais préciser cette œuvre de Linette Yadom-Boaké, qui est entrée dans la collection du Kunstmuseum, mais pas parce qu'il y a eu une exposition, mais parce que la Kunsthalle de Bâle, donc qui n'est pas un musée, mais qui fait un travail aussi assez extraordinaire, par contre, d'exposition monographique. Et là aussi, c'est là où je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important de noter, c'est que tout le travail, là, le focus, c'était de regarder ce qui se passait dans les musées d'art moderne et contemporain, et donc il ne se passe pas grand-chose, mais en fait, quand on regarde à côté, quand on regarde les Kunsthalle, quand on regarde aussi les Kunsthaus, là, on voit qu'il y a des choses qui se passent. J'ai vraiment très très peu de temps pour vous parler de tout, mais dans les questions, voilà, on reviendra, mais je voudrais juste peut-être finir sur ce que j'avais décidé de conclure pour que donc je passe sur plein de choses. Mais voilà, on va finir sur voilà. Donc les marmottes, je voulais dire que les marmottes hibernent, mais elles sont en train d'être réveillées par diverses voix. Et je voulais évoquer donc, ce projet de Emeka Ogbo qui a été réalisé dans le cadre d'une exposition il y a 2 ans au Muséum Tinguely autour du goût dans l'art, et qui a réalisé donc une bière brune à Bâle ainsi que tout le marketing autour, une bière qui a été le fruit de conversations avec des résidents en Suisse afrodescendants à propos de leur goût en matière de boissons et de nature, et qui évoque la présence donc de l'Afrique et de sa diaspora en dehors du continent, et qui présente une bouteille donc noire et qui pose la question qui a peur du noir, Wer hat Angst vor Schwarz? Et il y a aussi une vidéo qui reprend en fait des clichés, je vais vous montrer après, mais qui reprend des clichés de la Suisse, des montagnes, des joueurs de corps des Alpes en costume traditionnel, des vaches, des moutons, et 2 joueurs de corps qui entrent dans un chalet où on entend cette musique, donc musique de Fela Kuti, dont le titre est Sufferhead, qui est le titre donné aussi à cette bière. Et les 2 joueurs de corps entrent dans cet endroit où sont un groupe de Nigérians en train de festoyer, de boire de la bière et de manger de la fondue. Ils s'arrêtent, ils se regardent, et tout le monde éclate de rire et tout le monde se prend dans les bras. Donc c'est un moment joyeux et festif, et Ogbo parle de l'immigration, de l'arrivée de l'étranger ailleurs, de l'intégration, de l'échange, de la fusion d'identités culturelles pour créer un sens de la tradition et du chez-soi. Et tout cela donc avec la musique de Fela Kuti, Sufferhead, qui a donné son nom à la bière. Voilà. Merci. J'espère de revenir Désolée, j'étais trop longue sur certains exemples. So, I will quickly introduce Hamad Nasser, who's our next speaker. Je m'exprime maintenant en anglais car Hamad va s'exprimer en anglais. Hamad, je lis rapidement sa biographie, is a curator, writer, researcher, and strategic advisor. His most recent exhibitions, some I had the chance to see, include British Art Show 9, which is currently on view and really touring a very ambitious project touring the UK.
the exhibition of the Turner Prize in 2021, and Rock, Paper, Scissors, Positions in Play, which was the United Arab Emirates Pavilion at the 57th Venice Biennial, so in 2017. He is presently Senior Research Fellow at the Paul Mellon Centre in London and Lead Curator at the Herbert Art Gallery and Museum in Coventry. Earlier, he was Executive Director of the Stuart Hall Foundation in London, Head of Research and Programs at Asia Art Archive in Hong Kong, and Principal Research Fellow at the UAL Decolonizing Arts Institute. And he also co-founded Green Cardamom in London. Thank you very much for being with us today. Thank you, Devika and Zaya, for the invitation and also for the care that you've taken in putting together the program. So I was very excited at seeing some of the images that were just shared, and I think we'll be continuing that conversation. Now, as a curator, I sort of think about exhibitions as sites for thinking in public with artists and their art. And I often think about the collections that live inside museums as a way to engage the past. So I'm going to share with you two exhibitions very quickly in which we're making exhibitions through and with collections. The first is an experiment in intervening in cultural narratives that museums tell us through their collections. And the second is the Survey of Contemporary Art in the UK, the British Art Show, and more soon. So the first of these was called Speech Acts, Reflection, Imagination, Repetition, that took place in Manchester Art Gallery in 2018-19. Now, for those of you who are not familiar with it, the Speech Act is an utterance, which is also an action. So the most common forms, for example, are an invitation and a question. You invite, you question, that's the act, which is an act of language. So the exhibition came about actually by an invitation. Oops. The invitation was from the artist Sonia Boyce, who's leading an AHRC-funded research project at UAL and Middlesex University that was looking at the work of artists of Asian and African heritage in public collections in Britain. And I'm trying to get to my scroll, but it's not working. Okay, did you figure it out? No. Okay. Not to worry, I can cheat, that's fine. Yeah. And, oops. That's fine. That's fine, not to worry about it. Okay. And what was doing in this exhibition was looking at 4 different collections in Bradford, in Manchester. And one of the sort of stipulations I laid out was that we were not going to limit ourselves just to artworks by artists of Asian and African heritage. And what we then did instead was the question that I wanted to ask through this exhibition, and this is something I worked with Kate Jessen at Manchester Art Gallery, was what happens when you put works which are usually narrated under the rubric of collection highlights. And all of these 4 museums had, they've been around for 100 years, 150 years. They all had these books, which they tried to sell you for 15 to 25 pounds in their bookshops, of their highlights. So what happens if you put the highlights into conversation with works that usually sit in storage and come out only to be framed within the context of geography or biography? And some of the questions that we were trying to do was to say, well, what makes a work a highlight? And what is put into storage? What stories frame our encounter with these works? And do these stories ever change? Now, there are more than 40 odd artists and more than 80 works. I'm not going to try and rush through all of them, but I just wanted to, there were 3 sections of the exhibition, so I'll focus on one work in each section and just give you a flavor of what we were trying to do. The first one, this idea of performing the self, of reflection, was looking at how artists situate themselves in relation to different histories and those around them.
So looking really at portraiture, particularly self-portraiture, and the fascination with possibilities of identity. So in a true spirit of passing on the baton, the exhibition starts with a work by Rashid Arain. It's called Christmas Day, and in the 1970, it's him trying to photograph his own image in the reflection of an empty tube going around on Christmas Day. Of course, you know, the tube stations are completely empty. So you see the motion of the train, the variable lighting, the position of his hands in front of his face holding the camera prevent him from taking a self-portrait. So thinking about this really as a conceptual work of art as to how do you make a self-portrait? What histories do you put yourself in? And contrast this with, say, somebody like David Hockney, who has no problems putting himself in a history of Hogarth and a rake's progress, which is looking at ideas of sort of a loss of individuality within a materialist society. This rested in a larger section which had people like, well, it looks like the Swiss museums are raiding this exhibition, which has Lubena Himid, Shutuba Biswas, she could be perhaps next, you know, housewives with steak knives. And Lubena Himid is sort of playing with stereotypes and typologies here. A play that Yara al-Shabini, with this life-size skittle, questioning the value of what we wear and how that determines how we're seen. See the Gilbert and George piece, sort of the self in fragment. The piece is called I. Now, if that was the first section, the third and the sort of the final section was around repetition. The hat nod to Walt Whitman, Leaves of Grass, was thinking about this idea of, you know, do forms migrate? You know? And it was using the trope of repetition in practices that are often placed in their separate silos, so painting, sculpture, or decorative arts, or industrial design. But what happens if you put them together and ask us to see if we can read them differently? The work that I'll sort of start with is a painting by Anwar Jalal Shamsa from 1962. The text in Urdu states, "A circle, a square, a puzzle. A lifetime is not enough to solve it." And that then became almost like a manifesto, which he worked with until the time of his death in 1985. And the work is there, you can see it on the extreme right, alongside another work by Shamsa on the left, by Fahrenisa Zaid, by Bridget Riley. These works are from 1959 to 1976. They came into these collections at that time. So Bradford bought their Shamsa in 1970, actually. The Tate bought their first Shamsa in 2010. Maybe we can have a conversation around what's at play. The last piece that you can't see, but you would have been able to hear if you were there, was a piece by Delia Derbyshire, the experimental composer and musician. And every sort of 40 minutes, there'd be a little puncture where music would play in the exhibition in response to the works that are on show. Also in there was sort of industrial design and assemblage from Paolozzi, textiles from Barbara Brown, in a language that she shared with the modernist painting of Shamsa hanging right next to her. And you may also be able to glimpse a repetition of Rashid Arain's Christmas Day. So he allowed us to produce 2 exhibition copies of his work, in which we were really trying to sort of play with that notion and make it transparent, that these sections, these framings, are curatorial conceits. So Rashid's, yes, it can show up in reflection, but it's also there in repetition, in conversation with conceptual photography, works by people like Lachowicz or Mona Hatoum, where she's inviting people to touch the Van de Graaff generator and then the static charge
does interesting things to people's hair. But the core of the exhibition was the third section, sort of in the middle, which is called the imagination. And the sum of all is a phrase taken from a poem that David Madia wrote for the artist Li Wanjia. Now, Li Wanjia and the LYC Museum and Art Gallery, we did a sort of stylized reconstruction of that within the Manchester Art Gallery, positioning it as both an artwork, but also as a community hub that could have slotted right into Ruang Rupa's Documenta 15, you know? And it was asking the question of what a museum can be and what is an art practice. I'm not going to go into great details, but the 30-second version of Li Wanjia's artistic trajectory is he was born in China, moves to Taiwan in 1949, where he's part of the Ton Fan group, experimenting with abstraction. He moves to Italy in the early 60s, is part of Il Punto, and at the invitation of David Madia, he comes to London, shows at Signals in 65 and 66, has 3 solo shows at the Lisson Gallery, all in the late 60s, goes up for Christmas to the Lake District with a friend, stays there for the rest of his life, buys an old farm building from the painter Winford Nicholson, converts that into the LYC Museum and Art Gallery. And over the 10 years that he runs it, he shows something like 300 plus artists. These are sort of local art students, but these are also Barbara Hepworth, Leisha Clark, Mira Shandell. He gives a young Andy Goldsworthy his first show. David Nash made the window that you see here. So we showed works by some of the artists who showed at the LYC, took out elements of archival material that was, that was alive in the special collections of Manchester Library, the John Rylands Library, and we put the LYC in conversation with yet another group of friends. But unlike the LYC, which is largely unacknowledged in the histories of British art, the so-called School of London finds itself in every single museum of any size up and down the British Isles. And its sort of brand of confident internationalism of an R.B. Kitaj or Frank Auerbach or Lucian Freud or Francis Bacon, reflecting a kind of liberal immigration policy at that middle 20th century. And this first exhibition is what I was using as an idea of the exhibition as Lego box. So as something where it's not a narrative, it's not collection highlights that are being repeated ad infinitum, but we're looking at something like, I have 2 boys, and who both played with Lego. So when you first buy the Lego, they will make what's on the packet. Then they lose the packet. Then they make what's in their mind. But then what's most really interesting is if they invite some friends over, and nobody knows what they will make. And that is the kind of proposition that SpeechX was putting forward, is to use the collection as a Lego box. And I'm pleased to sort of share that Manchester Art Gallery is now rehanging their permanent collection. They're rethinking all their sort of galleries. And in full disclosure, I'm working with them in an advisory capacity. But this is a project that they're leading, but they're working with the communities that they serve and thinking about the art gallery as a communal space. That's the first exhibition. 5 minutes, I'm told. So I will be very quick. So the British Art Show, for those of you who don't know it, is the biggest recurring exhibition of contemporary art in the UK. It's organized by Hayward Gallery Touring. It happens every 5 years, and every time it happens, it tours 4 different cities. I'm co-curating the present British Art Show 9, with Irene Aristasabal, and we've invited 47 artists that are showing work along 3 overarching themes. And these themes are of care, healing, and reparative history, of tactics for togetherness,
and imagining new futures. Now, they were chosen pre-pandemic, but if anything, post-pandemic, post-BLM, not that we are post either of those things, they feel even more urgent and even more important. Now, one of the things that we did in this, when we went around visiting the cities, and two of the cities was the first time I personally had ever been, to Wolverhampton and Southampton, we noticed that every single city was so different. Different politics, different economics, different demographics. So we made the decision that we will not be doing a conventional touring show. No place will you actually see all 47 artists. Each city will get its own show with a lens that speaks to the city and a single concern. I'm going to show you a little glimpse of Wolverhampton. And Wolverhampton in the 1960s is where the conservative politician Enoch Powell made his infamous Rivers of Blood speech. The executive summary of which is that if immigration continues the way it is, there will be rivers of blood in the street. So he was kind of the godfather to Thatcherism. And I think in some ways the seeds for Brexit were laid in that 1968 speech. Now, one of the things we did was we commissioned Helen Kammock, a new work that will now enter the collections of Wolverhampton. Helen grew up in Wolverhampton. Her father was a school teacher and a magistrate and an amateur ceramicist. So she already had this film, which was like a letter to her father, and she reworked the ceramics pieces, sort of the molds existed for what her father had done. So you can see these animals. The cheetahs are running away, the bears are looking at the screen. There's a little bison trying to get up to see the film. The cheetahs are rushing out. And I just threw this one in for its gratuitous cuteness. It's a really sort of evocative installation. And in a different part of the museum, she hung this banner. So you see the cheetah again leaving. The leave, it refers to her own family history, but also to Brexit. The building you see is the art school, which was also a site for the exhibition. Plotting the course is a famous exhibition that was held at the Wolverhampton Art Gallery by the Black Art Group. In fact, the Black Art Group, which has people like Keith Piper and Eddie Chambers, and where sort of Sonia Boyce and Lubaina Hemid were very much part of those ideas, was formed in Wolverhampton and was formative for her sort of development. And there you see the Rivers of Blood. So one of the things that we decided to do in Wolverhampton, because when we first came, we were quite stunned by the types of collections it had. So it had, outside the Tate, the biggest collection of pop art in Britain. Now, pop sounds fluffy, but if you remember, pop is also the language of political protest. Yeah? It had the biggest collection of the art of the Troubles of Northern Ireland, outside Northern Ireland. It had a burgeoning collection of Palestinian art, and of course it had this art of the Black Art Group. So we, at the heart of the British Art Show in Wolverhampton, we put together a show within a show, where we put these works alongside each other. Just talking about the one sort of playing on the monitor, this is a piece called Heavenly by Bashar al-Roob, where he's thinking about the market that he visited as a child. And this is a market, an Arab souk in East Jerusalem. And he visited with his father, who would hold his hand and he would feel safe. That market is now no longer there. And it's been emptied. And Israeli settlers dump rubbish as Palestinians pass beneath. That then serves a soundtrack that you can listen to and see the works around you. Anthony Davies from Northern Ireland looking at children playing soldier, or Barbara Walker doing a portrait of her son who was repeatedly stopped under the sus laws, where the police could just stop randomly young men who were usually or predominantly black. Or Timothy Donkor, Eddie Chambers and Bob Marley,
Keith Piper, Conrad Atkinson's amazing work on the troubles of Northern Ireland, or Siobhan Hafaska's Cease Firing on All Fronts. And these two works, there is Sonia Boyce looking at black hairstyles from magazines aimed at black women, or the Patrick Caulfield's Tandoori Restaurant. So look at the date on that painting, 1971. So by that time, sort of South Asian cuisine had entered popular culture. So in this way, what we were trying to do was to sort of look at this, how difference has been policed, contained, controlled, and consumed. And if you were able to actually, this is how you entered the exhibition. So these are artists in the British Art Show. And I'll just sort of focus on Hervin Anderson. So Hervin Anderson, and then his paintings of Caribbean barber shops, describe a sort of a vanishing face of Black British life. These were usually set up in people's homes. So you can see kind of the lotions at the bottom and sort of the mirrors at the top. And when you leave that capsule exhibition, the room that you enter into, you see Sin Wai Kin and their costume for dreaming. This is a costume made by the artist's own hair, and that they use in their film, A Dream of Wholeness and in Parts. And the sweaters that you see hanging, last thing I'm saying, and the sweaters you see hanging are a work by the artist Hardeep Pandal, and the work is called the Lord Tebbit series. So Wolverhampton, if you go back to 1968, that speech, as conservative politician Enoch Powell. Lord Tebbit is another conservative politician. He was Margaret Thatcher's Home Secretary. And he sort of formulated this so-called Tebbit test, which was arguing, well, more than arguing, which was sort of pointing out that second and third generation migrants from Indian, Pakistani, West Indies background should be supporting the English cricket team, not West Indies or India or Pakistan when they play. And so these questions are still very much alive. If anything, they have been armed. And I think what we were doing, whereas the Lego box in Manchester and Speech Acts, here in Wolverhampton and the British Art Show, we're arguing that this idea of repair and reparative history, collections have much to contribute for that conversation. Thank you. Thank you very much, Hamad. Thank you. And there are many connections also to what Annabelle Tenez was saying earlier today, and I hope we get to return to that, what can be done in the periphery. Alors, nous repassons en français et nous avons le grand plaisir d'être rejoints via Zoom par Kader Attia. Je rappelle que Kader Attia est le commissaire de la Biennale de Berlin, et c'est pour cela qu'il nous rejoint. Je vais me décaler pour pouvoir... Son image devrait apparaître. Est-ce que vous nous entendez, Kader? Est-ce que vous nous entendez, Kader? On ne vous voit pas encore. Vous m'entendez là? On vous entend, on ne voit pas votre vidéo. Alors, on vous entend très bien. Ah, super. Merci beaucoup. Désolée pour ce retard. Et merci beaucoup de nous rejoindre de Berlin. Je rappelais que vous êtes le commissaire, évidemment, nous le savons, de la présente Biennale de Berlin, Still Present, et on aura l'occasion de retourner là-dessus. Je vais rapidement vous introduire, parce que le but est évidemment de vous céder la parole. Alors, ce qui me semble particulièrement important, c'est de souligner votre engagement pour nombre de questions dont nous avons discuté aujourd'hui, notamment la façon dont les idéologies raciales et coloniales ont sous-tendu la modernité, et notamment le primitivisme, comme Philippe Dagen nous l'a rappelé plus tôt dans l'après-midi. Votre travail nous force à nous confronter au spectre du modernisme et à ne pas découpler l'art du collectif et du mémorial. Et c'est évidemment toute une création, une recherche que vous effectuez depuis nombre d'années. Alors, j'ai votre biographie officielle sous les yeux. Elle cite tellement d'expositions que
j'ai peine à les énumérer. Je mentionne cependant une exposition dont tu as présenté une image au Kunsthaus de Zurich, donc nombre d'expositions solo, parmi les dernières au Kunsthaus de Zurich, au Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive à Berkeley, à la Hayward Gallery à Londres ou à la Fondation Juan Miró à Barcelone, et nombre d'autres bien évidemment. Plus intéressant peut-être, je vais rapidement lire les quelques lignes que vous utilisez, ce sont vos mots, pour décrire votre travail. Ayant grandi entre la France et l'Algérie, Kader Attia utilise l'expérience de ces différentes cultures pour nourrir l'approche interculturelle et interdisciplinaire de son travail. Il explore depuis de nombreuses années le point de vue des sociétés sur leur propre histoire, c'est la façon dont vous décrivez votre travail, notamment en ce qui concerne les privations et les répressions, la violence et la perte, et la manière dont celles-ci affectent l'évolution des individus et des nations, tous deux connectés à la mémoire collective. Et vos recherches ont conduit à la notion évidemment de réparation, un concept que vous avez développé dans vos écrits et dans votre œuvre. Donc merci à nouveau de vous rejoindre. Et je vais vous poser quelques questions, mais le but, c'est vraiment, comme je l'ai dit, de vous céder la parole. Et ma première question concernait, avant de parler de la Biennale, la façon dont la réception de votre œuvre a évolué et s'est développée. Alors, dans un précédent entretien, à vos débuts, vous dites qu'à vos débuts, on vous a reproché, et je pense qu'il faut quand même le souligner dans cette salle, la question d'adresser la question coloniale, que ceci n'était pas intéressant. Et à vos yeux, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Quelles sont les différentes mutations qui se sont opérées dans la réception de votre travail? Merci, merci à tous. Je ne vous vois que vous, donc je vous remercie. Je pense que j'étais en contact via email avec vous et avec Zahia Rahmani, mais je sais que plusieurs personnes, notamment les participants précédents, sont présents autour. Donc voilà, je tiens à vous saluer. Pour répondre très rapidement à votre question, on a oublié comment, il y a 20 ans, par exemple, en France en particulier, il était, comment dire, en anglais on dit taken for granted, ça veut dire pris pour acquis que la colonisation, enfin, la question du débat colonial s'était arrêtée à partir du moment où les pays colonisés avaient acquis leur indépendance, en fait. Et que elle était tout le temps, en fait, liée à la question, la problématique de l'héritage colonial était tout le temps liée au colonialisme et donc à l'histoire et à une géographie éloignée. Or, et c'est ce qu'amène la conversation décoloniale, le besoin de décoloniser ou de réinventer en fait les héritages du colonialisme, ce qui a été pensé dans le laboratoire colonial et aujourd'hui articule ce que Michel Foucault appelle les biopolitiques, hein, la police, l'armée, l'université aussi, enfin tous les organes d'autorité, pour moi posent la question, enfin redonne à la question de l'anticolonialisme, ou en tout cas d'une critique du colonialisme, différente de celle qu'on pourrait uniquement greffer à des images noires et blancs, se référant aux guerres coloniales, à l'expansion coloniale, etc., mais plutôt à ces graines en fait, qui ont germé et qui articulent, encore une fois, les sociétés occidentales, malgré, là on peut le dire, malgré le déni de la plupart des habitants qui ne sont pas concernés justement par cette problématique. Voilà. Je pourrais préciser plus après si vous voulez. Oui, bien sûr. Et alors, je ne sais pas si vous voulez les nommer, mais est-ce qu'il y a des expériences, peut-être que vous pouvez partager, de musées, de collaborateurs qui ont pris des risques tôt pour revenir à cette question de développement et vraiment une différence radicale qui s'opère peut-être dans l'horizon d'attente aujourd'hui? J'en ai pas en tête, mais il y en a eu plusieurs, dans la mesure où je me suis très tôt intéressé par le besoin de visibilité de cette approche anticolonialiste et décoloniale de l'histoire à travers l'art. Sinon, je ne serais pas là. Il y a eu plein de commissaires et directeurs qui ont compris en fait que la société occidentale ne pouvait pas évoluer sans... c'est pour ça que je parle de réparation,
sans aborder la question de blessures, soit visibles, soit très souvent invisibles, issues de cette période, et encore une fois, qui se ramifient dans ses propres populations. En Angleterre, on va avoir tous les descendants de colonisés qui sont anglais maintenant, et qui constituent les non-blancs, en fait. En France, vous avez la même chose avec les Africains subsahariens, les Asiatiques, les Nord-Africains, évidemment. En Allemagne, c'est plus différent, je pourrais en parler tout à l'heure, mais il y a quand même là aussi un effacement du crime colonial qui a... L'autre jour, j'ai organisé une conférence, on avait l'historien Jürgen Semmerer qui a parlé justement de la nécessité de rappeler que le génocide des Héros dans le Nama et des Nama dans le Namaland est un crime colonial qui est prémonitoire d'autres crimes qui vont suivre ensuite, puisqu'il y a aussi un projet colonial de la part des nazis sur l'Europe de l'Est. Et en fait, moi, je crois que non, il y a toujours eu mais il y a pas que dans le milieu de l'art d'ailleurs, parce que c'est ce que je disais récemment, notamment sur les régimes d'invisibilité. En ce qui concerne la guerre d'Algérie, si des intellectuels et des militants n'avaient pas dit qu'on torturait en Algérie, peut-être qu'aujourd'hui l'Algérie serait toujours une colonie française. Donc il y a eu à un moment donné des gens qui se sont levés, Pierre Vidal-Naquet par exemple, avec son livre « On torture dans la République », et puis d'autres, la question d'Henri Alleg, etc. C'est une question pour moi qui est très importante, si vous voulez, on pourra y revenir après, parce que j'y ai été confronté pour la Biennale de Berlin, puisque et elle rejoint votre question, l'un des aspects, à mon sens, critiques que l'on doit vraiment embrasser, parce qu'il est crucial, il est fondamental, ce sont les régimes d'invisibilité de l'impérialisme, en fait. C'est-à-dire comment la structure même, en fait, de l'impérialisme ou de la modernité, et ce que Karima El-Ghazali, la psychanalyste algérienne, appelle les enfants voyous des Lumières, à savoir le colonialisme et l'esclavage, est effacé dans un discours qu'on a connu, que j'ai connu, qu'on a tous connu au quotidien, où on nous faisait comprendre que le colonialisme, c'était fini, ou c'était... ça n'est que très récemment, et d'ailleurs ça avait étonné tout le monde, que le président français a parlé de crimes contre l'humanité, vous vous souvenez. Donc voilà un peu la raison pour laquelle il faut quand même souligner qu'il y a eu quand même si la majeure partie des acteurs de l'institution culturelle étaient assez hésitants, voire réfractaires à ces questions politiques dans l'art contemporain, d'ailleurs pas seulement liées au colonialisme, il y a toujours eu, heureusement, des commissaires et des directeurs de musées qui ont vu la nécessité d'en parler, en fait, et nous ont laissé une place. Et alors aujourd'hui, c'est évidemment vous qui en parlez en tant que commissaire à la Biennale de Berlin. Et on ne va pas résumer la Biennale qui expose tellement d'artistes en quelques minutes. Je pense que ce n'est pas du tout un exercice qu'on peut vous demander de faire. Par contre, quelque chose qui me semblait intéressant, c'est de revenir sur le titre Still Present, que vous n'avez pas souhaité d'ailleurs faire traduire, que vous souhaitiez conserver en anglais dans le programme de notre journée. Et cette notion de présence, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Parce que ce n'est pas forcément ce qu'on entend par là au quotidien. Alors, c'est un titre qui a plusieurs significations. D'ailleurs, j'accepte celle auquel je n'ai pas pensé. Parfois, on vient me dire « Ah, j'ai pensé que ce titre voulait dire cela ». Mais si vous voulez, c'est difficile de ne pas parler de la Biennale parce que le titre, finalement, il ne vient pas avant la Biennale. Il conclut, en fait. Et la Biennale, comme je vous le disais à l'instant, elle m'a donné l'occasion de pouvoir essayer de partager avec le public la nécessité de regarder les angles morts, en fait, de la modernité. Parce que, encore une fois, les régimes d'invisibilité de l'impérialisme font que tous les récits qui nous ont amenés jusqu'ici sont des récits émis par les anciens empires coloniaux, hein, en France, en Angleterre, en Allemagne, et on dit souvent les vainqueurs écrivent l'histoire. On ne peut pas dire qu'il y ait eu des vainqueurs, mais par contre, il y a une hégémonie du récit qui, encore une fois, à mon avis, et d'ailleurs pour reciter Karima El-Ghazali, pas seulement à mon avis, mais qui crée des angles morts en fait. Karima El-Ghazali, la psychanalyste algérienne, appelle ça les impensés du colonialisme en fait. Alors c'est des vrais faits, hein. Elle fait un travail d'ailleurs où elle ne s'inspire pas de la clinique de son travail, mais plutôt de la littérature
algérienne, française, la grande littérature, des prix Nobel de Camus, etc., mais aussi les feuilletons dans les journaux. Et elle découvre qu'il y a parfois des phrases qui ne font pas sens. Il y a des mots qui manquent. Elle appelle ça le blanc, l'absence. Et donc, si vous voulez, moi, j'ai voulu d'abord commencer à cartographier à travers cette biennale les blessures produites par le colonialisme, en fait, par les fameux enfants voyous de la modernité. Alors, moi, j'ajoute au colonialisme et à l'esclavage de Karim Al-Ghazali le fascisme. Et donc, j'ai voulu montrer comment la société dans laquelle nous vivons laisse malheureusement, si on y prête un peu attention, voir une place assez importante à ces blessures. Et dans un deuxième temps, donc là, si vous voulez, il y a plusieurs artistes qui, par leur travail, nous aident à voir ces blessures et à les réfléchir. Des gens comme Jean-Jacques Lebel, dont je montre les tortures d'Abu Ghraib, surtout actuellement, je pense que c'est important. Des gens comme Laurence Abou Hamdan, des gens comme, puisqu'on parlait, on est à Londres, je pense que, en tout cas on est avec la tête, je pense que vous connaissez Forensic Architecture, ils ont donc développé un travail sur la Cloud Studies, plus un nouveau travail sur le bombardement du site de l'Holocauste à Kiev, que je montre aussi. Mais il y a aussi, moi ce qui me paraît important, et c'est en cela que ça a été une expérience assez intéressante, j'ai aussi voulu proposer des stratégies pour sortir un peu, c'est-à-dire ne pas uniquement cartographier le monde dans ce qu'il a de mauvais, mais plutôt proposer qu'est-ce qui nous permettrait de nous émanciper tous ensemble de ces blessures, en fait. Et c'est là où justement la notion de présent, elle vient, parce que au fur et à mesure de mes recherches, j'ai découvert que finalement, qu'on expose des toiles, des installations ou des œuvres digitales, ce qui se joue entre le spectateur et l'œuvre, c'est un rapport d'attention, en fait. Et aujourd'hui, dans la gouvernementalité algorithmique qui fonctionne 24 heures sur 24, notre attention fait partie d'une économie telle qu'en fait, elle est en permanence sollicitée par le data mining, par la collecte de données, en fait. Bon, je pourrais en parler plus longtemps, je vous invite à lire le statement sur cet aspect-là, mais ce qui est très important à comprendre, c'est qu'il y a une phrase je pense que c'est un médiologiste français qui s'appelle Daniel Bougnoux, qui dit dans un texte que je lisais sur la science des médias, que finalement, si l'humanité n'a cessé d'inventer des machines à accélérer, des machines to speed up, eh bien, peut-être que les œuvres d'art sont des machines à ralentir le temps, en fait. Et ce qui m'a vraiment intéressé là, c'est que finalement, on peut adresser la problématique de cette accélération et de cette dépossession de notre attention, donc de notre présent, puisque l'attention est une fonction humaine qui fonctionne au présent. On n'est pas attentif au passé ou au futur. On n'est pas ému, on n'est pas émotionnellement pris par une œuvre au futur ou au passé. On est au présent et on est donc vivant. C'est-à-dire que pour moi, la notion de still present, c'est vraiment de dire still alive. On est là. On cherche. L'œuvre d'art nous offre un dialogue où nous sommes nous-mêmes, que nous aimons ou pas l'œuvre, où nous existons. Où, phénoménologiquement parlant, c'est très très fort. On est vraiment à un moment infime, imperceptible, présent. Et donc, si vous voulez, je propose trois voies stratégiques de réappropriation je dirais, de son présent. Il ne faut pas, encore une fois, entrer dans des détails parce que c'est un peu plus complexe. L'une est fondée sur cette idée que l'œuvre d'art nous aide à ralentir le temps. La deuxième, que nous avons perdu en fait le champ de l'émotion, c'est-à-dire qu'en face du fascisme, et ça commence à la fin du 19e siècle, on a le sujet humain et par cette expérience de la catharsis, en fait, dont a parlé déjà Aristote, est l'objet en fait, est l'objet de celui qui a l'émotion. Et je crois, d'ailleurs j'avais créé des œuvres à ce sujet, je crois que le champ de l'émotion, cette expérience de l'émotion, et peut-être ce que les artistes, au sens très large du terme, les musiciens, les gens qui créent, peuvent, ce qui leur permet de tenir tête aux politiques, en fait, au charisme du politique, et du politique fasciste. Donc là, j'aime dire que Kulthum, la grande chanteuse égyptienne, galvanisait les foules. On pourrait parler de Freddie Mercury à Wembley. Ils n'ont rien à envier à des Goebbels, à des Lénine, qui aussi électrisaient les foules. Bon, ce qu'on appelle le son de l'émotion. Et la troisième, ces deux éléments, plus le troisième que je vais citer, s'illustrent évidemment à travers des œuvres d'artistes. Alors, le chant de l'émotion, c'est l'œuvre de Clément Cogitore, où il fait redanser les Indes galantes par des danseurs de crump à la fin de cette série d'œuvres qui sont, ou
dans un des musées où il y a une émotion, une grande violence. Enfin, pour aller très vite, la dernière partie, qui me semble fondamentale, c'est la réappropriation de notre capacité à interpréter le monde dans lequel nous vivons par nos rêves, en fait. En fait, c'est la réappropriation de nos rêves. Puisque, ayant notre attention qui est en permanence court-circuitée par la gouvernance algorithmique, là, je cite vraiment Bernard Stiegler et la philosophe Antoinette Rouvroy, nous vivons dans une société où même la production de nos rêves est sujette à soupçon, j'ai envie de dire. On est même en droit de se demander si nos rêves nous appartiennent. Et là, je terminerai, parce que je pense que c'est important aussi de citer les penseurs de notre époque. Il y a un philosophe gabonais, un sociologue gabonais qui m'a beaucoup influencé, qui s'appelle Joseph Tonda, qui lui développe la théorie que finalement, si le colonialisme, c'est l'imposition d'un rêve sur une société qui n'a rien demandé. Ça, je peux vous garantir que c'est exactement comme ça que je le ressens en Algérie, par exemple, lorsqu'on déambule dans des villes comme Alger, où tout le tissu urbain, l'architecture a été pensé par quelqu'un d'autre, on marche dans le rêve d'un autre. Joseph Tonda dit, finalement, moi parlant du Gabon ou de Brazzaville, parce qu'il enseigne à l'université de Brazzaville, je pense que le sujet africain est l'image vivante d'un inconscient qui rêve, qui est l'impérialisme. Et par extension, je pense que dans un monde globalisé, les sujets humains que nous sommes les images vivantes de cet inconscient qui rêve, et qui est l'impérialisme et qui est le capitalisme, en fait. Voilà, je vous ai dit, c'est difficile de ne pas parler de tout ça en vous donnant juste le titre Still Present. Non, merci beaucoup, mais j'espérais que justement ce que vous allez faire. Quand vous parlez d'émotion, d'acuité du présent, et vous l'avez évoqué très rapidement, vous l'avez mentionné en tous les cas, c'est ce que vous faites en dehors, entre guillemets, pas forcément du milieu de l'art, bon, c'est difficile à définir, mais en tous les cas, des musées. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé du musée, et qui dit musée dit collection, dit rapport au passé, aux constructions historiques, même dans les musées évidemment d'art contemporain. Et là, vous êtes commissaire d'une biennale. Je ne sais pas si vous souhaitez aussi revenir sur votre travail à la colonie. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Et si vous pouvez revenir sur cette centralité et l'entremêlement, en tous les cas dans votre travail, des institutions qui sont en fait hors muséales. Alors, je dis institution quand je parle de la biennale, pas quand je parle de la colonie, évidemment. Alors, la biennale est une... en lisant votre question, je l'avais vu que c'était... j'arrivais pas à comprendre comment vous interprétiez le rôle institutionnel de la biennale, mais la biennale en tant que telle est une institution très clairement définie. Et quand vous êtes commissaire, vous êtes invité, donc pour une période temporaire. Et donc, beaucoup de commissaires viennent avant vous, beaucoup de biennales, et j'espère beaucoup d'autres viendront après moi. Donc, si vous voulez, c'est peut-être en fait, contrairement à la colonie, où j'ai réussi à créer avec un groupe d'amis un projet totalement indépendant, où on avait une liberté d'action assez formidable. On pouvait faire une expo en 3 mois, quoi. Enfin, je crois que ce que nous donnait l'indépendance de la colonie, c'est la rapidité d'exécution. Avec des bouts de ficelle, bien sûr, mais dans la rapidité d'exécution. Or, nous vivons dans un monde qui va très vite. Et parfois, certains sujets... vous voyez, par exemple, ce qui se passe avec l'Ukraine, c'est vrai que... et c'est assez intéressant parce que j'étais en contact avec des amis de Donetsk depuis des années, bien avant... on a même invité, d'ailleurs, à la colonie pour débattre de commissaires. Mais on n'a pas pu, finalement, alors que la guerre n'avait même pas commencé, envisager un projet avec des artistes ukrainiens, ni russes d'ailleurs. Et il se trouve que quand Forensic Architecture m'a dit, nous on a un bureau à Kiev qui travaille justement, qui fait des enquêtes, et ils font en ce moment une enquête sur le site du mémorial de l'Holocauste, de j'oublie le nom, Bar Mival, je crois. Voilà, merci. Et j'ai trouvé ça extrêmement important de l'inclure dans la biennale. Alors, c'est là où on est confronté avec la mécanique de l'institution. On vous dit, c'est trop tard, c'est pas possible, on n'a pas le temps, il va falloir retirer le catalogue des presses, les assurances, enfin, il y a tout et c'est là où, à mon avis, il faut savoir ce qu'on veut faire, en fait, dans ce monde. Il faut savoir quel est le rôle d'une biennale, quel est le rôle d'une exposition.
Quand j'avais été invité à proposer un projet à la Biennale, et je l'ai d'ailleurs dit dans la conférence de presse, la première question que je me suis posée, c'est pourquoi une nouvelle exposition? Et pourquoi de nouvelles œuvres? Puisque je voulais commissionner des œuvres. Dans ce monde où, finalement, on est submergé, comme le dit Fabian Scheidler, par une pollution qui est à tout niveau, qui est matérielle, qui est psychologique. Hein, il y a une forme de pollution anxiogène. Pourquoi encore une nouvelle exposition? Eh bien, quand on a un événement comme celui-ci, je pense qu'il est fondamental, s'il y a un projet intéressant, de réagir en fait. Et ça, c'est ce que... Alors, la directrice de la Biennale, Gabi Horn, elle est vraiment juste formidable. Et c'est pour ça qu'elle est la directrice de cette Biennale depuis 20 ans, parce qu'elle a tout de suite compris que c'était important. Et cet exemple, je vous le donne maintenant, mais il y en a 2-3 autres encore. Donc, si vous voulez, je crois que... Je ne sais pas comment ça se passe dans un musée. Il m'est arrivé quand même de travailler avec des musées, ça s'est très très bien passé. Mais il y avait quand même, avec la Biennale, une lourdeur institutionnelle due à l'infrastructure qui parfois était energy consuming, quoi. Il fallait vraiment... vous faisiez dépenser de l'énergie, je pense, inutilement, parce que vous, encore une fois, vous donnez... vous êtes convaincu par l'inclusion d'un projet, mais autour de vous, vous devez convaincre quand même, parce que c'est un travail d'équipe, vous n'êtes pas tout seul. Et ça va d'ailleurs du top de la pyramide jusqu'aux techniciens qui vont devoir installer l'écran, vous voyez, ou le monteur qui va devoir faire l'étalonnage. Donc, c'est à ce niveau-là, en tout cas à titre personnel, ça a été une expérience très intéressante pour comprendre que il ne faut jamais abandonner, en fait. Il faut vraiment s'accrocher quand vous pensez que la cause est importante. Merci beaucoup de nous avoir rappelé la lourdeur institutionnelle, d'avoir évoqué quelques détails qui, j'imagine, sont très très frais à votre esprit. Donc, le rôle institutionnel d'une biennale qui a longtemps, alors c'est moins le cas aujourd'hui peut-être, mais était un petit peu romantisé, je ne sais pas si c'est le verbe correct en français, dans les esprits de certains, comme si on pouvait comparer biennale et musée, que c'était des modèles en tous les cas d'exposition très différents qui étaient présentés dans les deux. Et comme vous le rappelez, ce n'est pas exactement le cas, en tous les cas des biennales comme celle de Berlin et bien d'autres, ce n'est pas seulement ce cas-là. Je suis consciente de votre temps et je voulais juste vous poser une dernière question, justement, puisqu'on parle de Berlin et que vous y êtes aussi en partie basé. Quelle est la distance, puisque votre travail parle essentiellement, ou pour beaucoup, du passé colonial français, pas seulement, puisque symboliquement, ça s'étend à d'autres passés impériaux, mais qu'est-ce que cette distance de Berlin vous a apporté dans votre travail aussi, donc pas seulement de commissaire, mais aussi d'artiste? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous pourriez nous donner quelques lignes? Et en sachant aussi que vous avez fait le choix d'investir des lieux très lourds d'histoire dans le cadre de la Biennale de Berlin. Donc c'est un passé auquel vous vous confrontez de façon très délibérée et très voulue. Et après, nous ouvrirons. Cette distance, elle m'a enrichi parce qu'on a, je pense, une méconnaissance de l'Allemagne quand on n'y vit pas, et notamment de Berlin. Et effectivement, c'est la raison pour laquelle j'ai inclus dans les différents espaces d'exposition l'ancien quartier général de la Stasi, qui est un lieu qui incarne la surveillance dans ce qui est de pire, répressive, politique et étatique, mais qui continue, alors ça c'est intéressant indirectement aujourd'hui avec le capitalisme, à travers les processus dont je parlais tout à l'heure de gouvernance algorithmique. Hier, je dînais avec un ami psychanalyste qui a grandi en Allemagne de l'Est, en DDR. Et en fait, on partage vraiment le quartier, l'école de nos enfants, etc. Je suis vraiment dans un quartier où quasiment toute la population a grandi en Allemagne de l'Est pendant le communisme, en tout cas les gens au-dessus de, on va dire, 40 ans. Et en fait, c'est très intéressant d'être venu à Berlin parce que je dirais, en fait, ça m'a permis quand même d'apprendre, de découvrir des subtilités sociologiques de la société allemande qu'on ne voit pas quand on n'y vit pas, en fait. Et ça m'a, je pense que c'est fondamental. Par exemple, je vais vous donner je pense un scoop. On n'imagine pas le racisme et le classisme qui existent entre Allemands qui ont grandi dans le monde capitaliste, donc en Allemagne de l'Ouest, vis-à-vis des Allemands de l'Est.
Parce qu'on ne le voit pas, en fait. Ce sont des blancs, blonds, ils ont la même couleur, etc. Mais par contre, il y a des subtilités, il y a des accents, il y a des looks aussi. Et évidemment, lui, en tant que psychanalyste, ça c'est formidable. Il me dit un jour, bah, moi, un patient nouveau, au bout de 5 minutes, je sais si la personne a grandi à l'ouest ou à l'est. Et je lui dis, mais comment? Il me dit, quelqu'un qui vient de RFA, très vite, c'est mes parents, ma mère, mon père, mes parents, etc. Quelqu'un qui a grandi en RDA, très très vite, au bout de 10 minutes, c'est l'État nous réprimait, l'État ceci, l'État policier, la surveillance. Et en fait, c'est ce que j'ai découvert avec beaucoup de plaisir, parce que je m'intéresse beaucoup à l'histoire, en venant ici, en fait. En fait, la distance avec la France, c'est plus un problème, parce que la France me manque. Mais par contre, ma curiosité est vraiment assouvie ici, parce que au quotidien, on découvre des choses qu'on ne soupçonne pas si on vient juste quelques jours. Merci beaucoup, Kader. Si vous pouvez rester avec nous pour les questions qui s'adressent à toutes les personnes du panel, on en serait très reconnaissant. Et le commentaire avec lequel vous avez terminé, pour moi, reprend un peu aussi ce que disait plus tôt Aman Nassar, parce que quelque part, ce que vous décrivez pour l'Allemagne, qui est tellement vrai dans les différents accents, dans les différents looks. Alors, je rappelle que je pense que parisien, on a aussi un accent pour d'autres qui ne viennent pas de Paris, mais ça, c'est encore autre chose. Mais c'est très vrai en Angleterre aussi. Et quelqu'un comme Ahmad a parlé d'expositions qui se sont tenues pour beaucoup en dehors de la capitale anglaise. Et ce qu'on peut faire en dehors des capitales, les collections qui ont été créées, non pas récemment, mais dans le temps, est quelque chose sur lequel j'espère qu'on pourra revenir. Mais on va ouvrir des questions immédiatement à la salle. Alors, pendant qu'on fait ça, do you want to answer this while we collect questions? Sure. Let me rephrase the question so to make sure I get this right. Is this the potential tension or differences in terms of collection formation and within the capital or elsewhere? It's just to me extremely clear how much, and perhaps I'm feeding here also from conversations we've had separately, what can be done outside London and what has been done and what has been collected. And you spoke of Wolverhampton as having not only the largest collection of pop art outside London, but also a collection of Black British artists, collection of on the Troubles outside Ireland. There's something there to be said and to be developed upon. I think there are two different things in play. And one of them, I'll actually use the example of Bradford Cartwright Hall, who in the 1970s, so this is not newfangled, theory, post-colonial theory being mounted on. This is 1970s. A local council decided that the local collection, which is at Cartwright Hall, must reflect the demographics. So they were collecting Ukrainian artists and Irish artists and Indian artists and Pakistani artists, and they commissioned Francis Newton Sousa in the 1950s. So this is about how does one respond to a place, the community. I think the other side of that is how do you, and I can see the connection with what Kader was talking about in terms of algorithms determining attention. I think those algorithms also determine institutional attention. And maybe it's slightly contentious comment to make in this august forum, but I would argue that the most conservative place in the UK is London. And the most conservative institutions are those large national institutions like the Tate, who kind of, in a way, also are beholden to their business model, which is the business model of the Cineplex. They have to show every Marvel movie. And if you show enough Marvel movies, then maybe you get a chance to show something else. I like your eloquence, but I would also like to say that your view is, of course, entirely respected. I understand where it comes from. But a day like today, which is part of the research center's
ongoing work, which predates, in fact, 2019 when it was created. And not only that, but also exhibitions that have been held, or held perhaps at the same time and in contradiction to others which you may have in mind. And something, so coming from an institution that I have to remark upon, is this décalage between what one does and the image that one has as an institution. So there tend to be a time gap, a lapse between the visibility that is offered to, or the sort of image we held, the sort of brand image, and what we actually do and how we communicate on that. And granted, there's sometimes more publicity, and as curator, we fight for that. We fight for the publicity of our teams, for what we call marketing, to have more visibility for some other initiatives that we do. So from that perspective, you're helping me to make a case, and that is great. But just to say that the reality is a tiny bit more complex than what you described. Maybe if I just add a small bit. I mean, my attention here was not to just be polemical for polemic's sake. And I understand, and I've sort of said this before in the public. I think the Tate in Britain, and I'd love to understand how the structure works in France, but the Tate in Britain plays, is the 800-pound gorilla. In the art scene, and you have this relationship where you kind of want to hug them and punch them at the same time, because you know that people are working from that, within those constraints of that infrastructure, and in a way that was actually the last sort of research project I was doing at UAL, which was started, this idea of, how do you curate a nation? And you curate a nation within certain institutional frames, within financial frames, within sociological frames, and what I'm interested in, speaking for myself, is the agency that the curators have to try and work within those institutional frames to do something. And within, the exhibition, of course, does not live on its own. The exhibition is also, it's a potential platform for intervening in those histories that we're interested in, that we're talking about, of repair and of expanding. Anyway, I'll stop. And the acquisitions too, and the Tate has a fantastic work by Kader Hatta, which is called Untitled Gardaya, and which plays on something which you described briefly about the notion of architecture. And it's a work, I would probably let you describe it rather than myself, but it is in Couscous, and it reproduces the architecture of that space. And it's a town, if I understand correctly, that's really influenced Le Corbusier for his design of the Cité Radieuse in Marseille, and the sort of vulgarization also of his architecture in architecture of, broadly speaking, what is called the banlieue, is something that you've touched upon in numerous other artworks. So this idea of imagination and of architecture is something that, through this work that is in our collection, we're very happy to be able to touch upon, because it's complemented also by a set of photographs that speak to these dynamics that I just described. So just to add collections to what you were saying. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup pour cette journée passionnante. C'est peut-être pas vraiment une question, mais peut-être la volonté d'ajouter quelque chose. Je pense qu'on est tous là aujourd'hui avec vraiment l'envie de changer les institutions et en tout cas de les ouvrir davantage. Et alors, c'est sûr que voilà, tout musée, toute exposition, c'est une mise en scène, c'est une mise en récit. Je pense qu'il y a vraiment de quoi chercher à l'ouvrir, à changer de perspective, de paradigme. Et alors, en fonction de... je travaille au Musée d'Art Moderne de Paris, de la ville de Paris, ouais. Et donc, la question que je me... Enfin, plutôt la voie que j'ai trouvée pour penser un peu différemment, c'est m'intéresser en fait à des objets qui ne soient pas forcément ceux qu'on identifie comme de l'art, donc peinture, sculpture, ce qui est consacré comme étant de l'art du point de vue évidemment occidental. Et peut-être justement avec ce qui relève plus de l'artisanat, des arts populaires, des arts décoratifs,
qui sont donc considérés comme mineurs en Europe, disons, et qui pourtant peuvent être des formes majeures dans d'autres pays et dans d'autres cultures. Et voilà, je pense que cet intérêt qu'on peut avoir rejoint aussi souvent l'intérêt que des artistes peuvent avoir. Et donc me semble d'autant plus justifié dans le cadre d'un musée d'art moderne et contemporain. Voilà, et je voulais aussi rebondir sur la question de la médiation, enfin deux questions, la question de la médiation dont il a été question tout à l'heure, qui est cette polyvocalité que je trouve tout à fait importante, c'est-à-dire donner la parole et donner la possibilité aussi à plus de personnes de lire un objet. Et je pense que là, on est très en dessous de ce qui pourrait être inventé. Et j'aime rêver que on puisse confronter en fait différents points de vue sur un même objet, que ce soit des personnes, des visiteurs, des visiteuses, mais aussi des artistes, des collaborateurs de ces artistes, des historiens bien sûr, mais aussi des régisseurs, des restaurateurs, en plus des conservateurs. Enfin, voilà, que la parole ne soit pas toujours monopolisée par les conservateurs. Et pour ne pas la monopoliser, je vais peut-être rendre le micro. Il y a la parole et il y a aussi la mise en valeur du travail qui rejoint ce que Mathias Mulling nous expliquait ce matin sur son exposition Group Dynamics. Y a-t-il d'autres questions dans le public? Non. Alors moi, j'en ai une dernière à poser. Ah, vas-y. You want? Okay, thanks. Thank you so much. I want to just declare that we work with Hamad for many, many things. So we like it. I think that type of external objective, but really passionate engagement into what we do and criticize what we don't do well is so important. So I would like to think that we at least can work with people like Hamad, and also we have some people within the institution also who can question and problematize things we might have thought was just standard or convention. In that vein of things, it's just one thing I wanted to flag up before our event ends, is that it's all about the people. We could call them the public or community, neighbors, but we are actually working as an institution, art historians, as well as museum professionals. We work with the artists who live in the society, for the people who come and see and experience the art we present. So I think maybe next time we'll talk more about the audience and how we should really start from there. And I mean, artists and audience, that's it really. We are there to facilitate them. And I think we should also, the people who work in these mediating, facilitating roles, should also carry the agency. People like myself and more internationally sort of grown-up people working at Tate really changed. I think the real change really happened when people with different cultural and educational and class backgrounds began to work at an institution like Tate. We're not all just white, just that sort of homogeneous ideal British people working at Tate. I think that's the real difference, and that will really change over time. I hope that will really strengthen, but not just curators, but also really reflecting the public, the community we serve. So we need to really go, it's still a long way to go. We're not really there yet. We have a certain percentage of population who are certain ethnic, racial, or class sort of composition, but not the whole sort of people working at Tate are the same. So we still have some way to go, but also I would like to urge our friends and colleagues in Paris and France, as we are here, this was really the hope,
let's compare what's happening in places like Switzerland or Germany or other places where these colonial histories still like loom our present situations, and really look at who are these people living and changing the DNA of these countries. So it's just more about the question and proposal, but just wanted to flag up that we don't forget that. Thank you. Thank you so much. Can I have one quick response? Very quick. And I think that was just a reminder of the role of the artist and the role of the institution as a way where art can meet its many publics. And I think particularly now, and that was why one of the themes of the British Art Show is this idea of imagining new futures. Because the future, given all the kind of planetary level things that we're facing, is not simply going to be an extrapolation of the past. It has to be reimagined. And that's where, you know, artists are the people who they refill our reservoirs of hope. And museums are a way that, you know, if they create these pocket utopias, museums are where different publics can come in and experience and test these pocket utopias, either like them or hate them, but then react to them. And perhaps some of the passion that comes across is because I do believe this is important work. You know, if we want to change the politics, we have to change the culture. It's the culture which is an enabler of a politics. We can't wait for politics to change for culture to change. Absolutely. Can I say something? Can you hear me? Yeah. Yeah, I think this last question, I mean, for me it sounds so obvious. I mean, we have to take, sometimes unfortunately we take for granted that what we do is for the audience, you know? And each time when I was working for the Biennale and even before as an artist, I always cared about the room to meet with the audience, with the viewers. But I would say that we have also to be more precise. It's not enough to have this sort of, dream that we need to accomplish, but rather to also be aware that with the digitalization of the cultural offer today, and the need to really like care about the physical experience that is an exhibition or the relation between a viewer and an artwork is so crucial. The problem today is not only about caring about the audience. This is fundamental, but it's also to be aware that there are, because of this collusion that do exist between contemporary art and also modern art and capitalism, so many offer and derivatives that aim to decentralize this experience into digitalized, let's call them tokens, like NFT and things like that. And I think, I really invite you to read the book of Annie Lebrun, Ceci tuera cela. She's French. And also, I would say definitely, I mean, particularly Annie Lebrun, because she's going back and forth between this sort of, the way that we are like, what has been basically at the core of the modern, which is the experience of the modern, is nowadays like vanishing into a whole new economy linked to the fact that I was saying before, we live in an economy of the attention, and art, like Marshall McLuhan says, create attention, however you like the work or not. The artist steal your attention for a moment, for this present. And I think we should really be aware that all these sort of tendencies that pretend that the future will be the virtual museum, the digitalized experience, these are really problematic as far as I'm concerned, if we want to care about the audience. Because we know now with Shoshana Zuboff and many other writers that anything that is happening digitally is hiding a market of data extractions, of data minings. This is what I wanted to add here. Thank you very much. Non, moi, je te laisserai clore cette journée, mais je voulais remercier Kader parce que sur la durée, finalement, bonjour Kader Sezaya Ramani, oui. Je voulais juste te remercier sur deux choses. C'est que sur la durée, on voit très très bien quand même ce que tu as inscrit dans le paysage français ou européen, on va le dire, mais quand même,
le territoire français, d'une certaine manière, est un peu à l'initiative de tout ce que tu as entrepris, c'est-à-dire son histoire, son incapacité à soutenir cette question coloniale. L'espace que tu as ouvert, il a donné aussi, à un moment donné, une sorte de relation possible à ces questions en y faisant venir des gens du monde entier. Et puis, tu as su le poser à un instant T. Tu es sur un autre lieu. Et aussi, c'est une des réalités maintenant de profils d'individus comme toi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un moment, il y a une urgence à faire, et il faut le faire, et tu le fais. Et voilà, je voulais t'en remercier parce que c'est aussi parce que par défaut, d'une certaine manière, il s'est joué par défaut des rôles pour toi et d'autres parce que la situation française, ou dirions-nous parfois européenne, vous a obligé. Oli Kestenblum disait il y a quelque temps, cette femme qui est écrivain en Israël, elle aimerait bien écrire de la poésie tout le temps, mais il y a de l'urgence. Voilà. Et je voulais, voilà, c'était pas une question, mais vraiment te remercier de cela, quoi, parce que beaucoup. sur la durée, ça s'impose. Donc je laisse la parole aux autres après. Voilà. Alors, s'il n'y a pas plus de questions, je vais rapidement conclure en vous remerciant, en remerciant à nouveau tous nos intervenants de nous avoir rejoints aujourd'hui, d'ailleurs en Europe et au-delà, en Asie de l'Ouest aussi, et tous ceux qui sont présents dans la salle. Et je suis ravie qu'on ait terminé sur ces mots du public, parce qu'en introduction, on avait parlé de crise d'autorité, de céder l'autorité, qui est aussi une des choses à laquelle les musées sont confrontés. Et peut-être que les publics doivent être intégrés beaucoup plus, de façon plus claire à nos entreprises de recherche. On a parlé justement, et Annabelle Ténaz a rappelé cette importance justement de, comment s'appelle ce département, l'éducation, qu'est-ce qui est inscrit de façon officielle? Vous me rappellerez le terme, s'il vous plaît. Pédagogie. Donc les publics. Mais le faire sans les fétichiser et sans les utiliser, parce que c'est évidemment l'un des rôles et des écueils aussi. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais reprendre. Et puis, je rajouterais aussi, parce que bon, j'aimerais me situer rapidement moi-même, qui est française et qui est passé beaucoup de temps en Angleterre où je travaille, étant en partie d'origine indienne. Il y a quelque chose quand même que j'ai constaté, c'est à quel point les Français ont su faire des choses parfois, dans les musées, je parle, pas d'artistes, rapidement. Et alors, Magicien de Terre, j'étais trop jeune pour l'avoir vu, mais même si j'étais née, bien sûr. Et d'autres exemples que je ne citerai pas forcément, au Centre Pompidou et ailleurs. Et on est très rapidement critiqué pour l'avoir mal fait, alors qu'en fait, on a très souvent posé des questions. Et il y a aussi un désir, je pense, de se réapproprier certaines problématiques, pas dans un monde anglo-saxon, c'est pas du tout ça, mais à échelle européenne, et vraiment d'avoir des discours, des débats qui sont de ce fait multilingues. Et on n'a pas seulement parlé, plutôt nos intervenants sont très gentiment exprimés en langue anglaise, mais ils ne sont pas tous anglophones. Certains sont pour beaucoup germanophones qui nous ont rejoints. Et germanophone, ça dépasse évidemment l'Allemagne. Et la question de la langue est quelque chose que Tos Makacheva n'a pas directement, vous en avez un peu parlé, mais sur lequel on aurait pu revenir aussi. Et ça, à l'intérieur de l'espace, de l'ancien espace de l'Union soviétique. Et tout ça, ce sont des questions qui nous sont chères. Et je connais aussi ton travail sur la question, car nous en avons parlé dans le contexte de notre recherche sur Civil Injustice au musée, Natalia. Donc plein de points aussi pour rappeler que c'est juste une journée qu'on a décidé d'organiser et qui s'inscrit aussi dans le temps et dans un questionnement plus large, tant dans notre centre de recherche à la Tate, mais aussi à l'INHA, et qu'on s'inspire pour terminer énormément des artistes et des chercheurs. Et donc je vous remercie tous de nous avoir rejoints aujourd'hui et du public. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci Kader, et je voulais vous informer aussi que cette journée sera disponible sous peu sur Internet. Merci bien. Merci Devika pour avoir mené à bien ce projet scientifique. Merci à vous tous.